Ma mère avait le talent de me faire disparaître à chaque Noël, sans jamais prononcer les mots à voix haute. Je suis Nora Ellison. J'ai 34 ans. Et au moment où j'ai acheté un manoir, dans une petite ville tranquille du Vermont, j'avais déjà passé la majeure partie de ma vie à apprendre ce que l'on ressent, lorsqu'on est traité comme une réflexion après coup, au sein de sa propre famille. Pendant des années, le 25 décembre a signifié la même chose pour moi. Une chaise vide à table. Un cadeau acheté à la hâte, quand il y en avait un. Une excuse polie, expliquant que tout le monde pensait que j'étais occupé, que je dormais, ou que je travaillais, comme si je m'étais, d'une manière ou d'une autre, égaré hors de ma propre place, dans le portrait de famille. Le Noël dernier a été l'année où j'ai enfin arrêté de faire semblant que c'était accidentel. J'ai conduit pendant 5 heures sous une pluie glaciale, avec un coffre rempli de cadeaux coûteux, seulement pour trouver la maison rayonnante de chaleur, de musique et de rire, qui n'avait clairement plus de place pour moi. Quand la porte s'est ouverte, j'ai été accueilli par une surprise, qui ressemblait beaucoup plus à de l'irritation. Je suis resté là, dans le froid, tenant des sacs dans les 2 mains, tandis que la personne qui aurait dû vouloir ma présence, agissait comme si je m'étais présenté, sans y être invité, à la fête de quelqu'un d'autre. C'est cette nuit-là que quelque chose, en moi, s'est figé. Alors, cette année, je me suis acheté quelque chose dont personne, dans cette famille, ne pourrait s'attribuer le mérite. Un manoir, de vieux murs de pierre, des grilles en fer, et assez de silence pour pouvoir enfin entendre mes propres pensées. Je pensais que ce serait la fin de tout cela. Je pensais que la distance, la paperasse, et les grilles verrouillées suffiraient. J'avais tort. Car, au moment où ils ont découvert que j'avais quelque chose de beau, quelque chose de précieux, quelque chose qu'ils pourraient utiliser, ils se sont souvenus de moi, tous d'un coup. Et quand ils sont arrivés à ma grille, ils ne sont pas venus avec des excuses. Ils sont venus avec un serrurier, une histoire, et un plan qui m'aurait ruiné, si j'avais encore été la femme qu'ils croyaient que j'étais. Avant de vous raconter comment ils m'ont trouvé, et pourquoi ils pensaient pouvoir prendre ce qui m'appartenait, dites-moi d'où vous écoutez ce soir, et quelle heure il est chez vous. Parce que cette histoire de Noël est allée bien plus loin que ce que ma famille aurait jamais pu imaginer. D'ailleurs, est-ce que la météo, là où vous êtes, semble parfaitement en accord avec votre humeur actuelle? Je n'ai pas acheté le manoir parce que je voulais me sentir riche. Je l'ai acheté parce que j'étais fatigué de me sentir accessible. Après le Noël dernier, j'ai tout changé, d'une manière que personne dans ma famille ne remarquerait, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai changé de numéro. J'ai verrouillé tous les anciens comptes, qu'ils pourraient utiliser pour me traquer. J'ai fait transférer mon courrier vers une boîte postale privée, située à 2 villes de là. J'ai arrêté de publier des photos, arrêté de commenter, arrêté de laisser la moindre petite empreinte numérique, qui pourrait les mener jusqu'à moi. Au travail, à Boston, j'ai gardé mes routines simples et ennuyeuses. Je me présentais, je faisais mon travail, je rentrais chez moi, et je passais mes nuits à construire la seule chose que je n'avais jamais eue dans cette famille. Un plan qui n'appartenait qu'à moi. Le manoir m'a trouvé à la fin du printemps, enfoui dans une discrète annonce immobilière du Vermont, que la plupart des gens auraient ignorée, parce que l'endroit avait l'air trop sévère, trop vieux, trop isolé. La maison trônait sur une colline à l'extérieur d'Evergreen Hollow, enveloppée de pierre et de silence, avec des grilles en fer à l'entrée, et suffisamment de terrain autour d'elle, pour donner l'impression que le reste du monde était très loin. Les habitants l'appelaient le manoir de Blackthorn, et il était assorti de multiples couches de protection juridique, car il faisait partie du quartier historique. La plupart des acheteurs y auraient vu des formalités administratives. Moi, j'y ai vu une armure. Je l'ai acheté via une structure de fiducie, ce qui rendait les documents beaucoup plus difficiles à retracer qu'un acte de propriété normal. Cela comptait pour moi. Je voulais de l'intimité, mais plus que cela, je voulais de la distance, entre mon nom et tout ce que ma famille pourrait essayer de toucher. En décembre, la maison était enfin à moi pour y vivre, même si le titre de propriété lui-même reposait au sein d'un montage juridique, trop ennuyeux à comprendre pour la plupart des gens, et trop solide pour que des menteurs négligents puissent le contourner. 3 jours avant Noël, j'y suis allé en voiture, avec un coffre rempli de courses, de livres, de bougies, et d'assez de bon vin pour tenir une semaine. Je me souviens m'être tenu dans le hall d'entrée, lors de cette première nuit, écoutant le silence s'installer sur la maison, comme s'il m'avait attendu. Personne pour m'interrompre, personne pour me demander ce que j'avais apporté pour Logan. Personne pour me dire d'être patiente, d'être indulgente, d'être la personne la plus mature,
comme si le fait d'être négligé avait toujours été une sorte de test moral, que j'étais censé réussir. Pour la première fois de ma vie, le silence ne ressemblait pas à une punition. Il semblait choisi. J'ai marché lentement à travers chaque pièce, effleurant du bout des doigts le vieux bois et la pierre froide, et je me suis laissé imaginer un Noël qui n'appartiendrait qu'à moi. J'ai allumé la cheminée de la bibliothèque. J'ai ouvert une bouteille de Cabernet. Je me suis assise dans un fauteuil en cuir, et j'ai regardé les flammes, jusqu'à ce que je réalise quelque chose de presque embarrassant. Je me sentais en sécurité. Ce sentiment m'était tellement inconnu, qu'il m'a fait éclater de rire dans une pièce vide. J'aurais dû savoir qu'une paix aussi absolue ne resterait jamais incontestée. Parce que, pendant que je me construisais une vie dans laquelle personne de ma famille n'avait gagné le droit d'entrer, quelqu'un d'autre observait à distance, attendant le moment où mon intimité se transformerait en quelque chose qu'il pourrait exploiter. Je ne savais pas, alors, que ma mère avait déjà commencé à poser des questions, déjà commencé à dire aux gens que je m'isolais, déjà semé l'idée que j'étais devenue instable, secrète, difficile. En d'autres termes, exactement le genre de femme que les gens arrêtent de croire, lorsqu'elle dit qu'elle est en danger. C'était toujours sa ruse préférée. Elle n'avait jamais besoin de me frapper, ou de me crier dessus en public. Il lui suffisait de raconter l'histoire en premier. Et, dans l'après-midi du 23 décembre, elle était prête à en raconter une autre, devant ma grille. J'ai entendu les moteurs avant de voir les voitures. Cette route ne menait presque nulle part, et personne ne montait jusque-là par accident, surtout pas si tard dans l'après-midi, avec la neige qui commençait à retomber. J'étais dans la cuisine, en train de remplir un verre d'eau, quand le son a roulé le long de l'allée, grave et coûteux. Le genre de son qui annonce des gens qui pensent que le monde devrait leur faire de la place. J'ai gardé les lumières éteintes, et je me suis approché de la fenêtre d'en face. 2 SUV sombres sont apparus, suivis par la camionnette d'un serrurier. Mon premier sentiment n'a pas été la peur. C'était l'insulte. Ils n'avaient pas appelé. Ils ne s'étaient pas excusés. Ils ne s'étaient pas présentés pour dire que je leur manquais. Ils avaient apporté des outils. La première portière s'est ouverte, et ma mère est sortie, vêtue d'un manteau en laine crème, qui donnait l'impression qu'elle s'était habillée pour une séance photo de vacances, au lieu d'une violation de domicile. Derrière elle est venu mon père, Richard Ellison, arborant déjà l'expression fatiguée qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait faire croire aux étrangers qu'il était la personne raisonnable. Logan est descendu du 2e SUV. Oui, il parlait au téléphone, puis il a commencé à décharger des présentoirs en kit et des bacs de rangement, comme s'il arrivait pour un travail. Cela m'en a dit beaucoup plus que n'importe quel discours aurait pu le faire. Ils n'étaient pas là pour rendre visite. Ils étaient là pour s'installer. J'ai descendu l'allée jusqu'à la grille, et je me suis arrêté de mon côté des barreaux. Ma mère m'a souri de cette manière peinée et délicate, qu'elle utilisait quand elle voulait faire croire à un public qu'elle souffrait noblement. « Nora », a-t-elle dit, comme si tout cela était si simple. « Ouvre la grille, ma chérie. Il gèle. » J'ai posé la seule question qui comptait. « Comment m'avez-vous trouvé ?» Richard a soupiré avant qu'elle ne puisse répondre. Et cela seul m'a indiqué qu'il voulait savourer cet instant. Logan a trouvé une photo de parquet taguée en ligne, a-t-il dit. Ensuite, il a croisé les données de la maçonnerie avec de vieilles archives de préservation. Tu devrais vraiment faire plus attention. Il y avait quelque chose de si calme dans sa façon de dire cela, comme si violer ma vie privée prouvait que j'avais, d'une manière ou d'une autre, échoué à un test d'intelligence. Ma mère s'est rapprochée des barreaux. Nous étions inquiets pour toi, a-t-elle dit. Passer Noël toute seule, dans un endroit aussi grand, ce n'est pas sain. Nous avons pensé que la famille devait être réunie. J'ai failli rire. La famille n'avait jamais eu besoin d'être réunie, lorsque j'étais celle qu'on laissait dehors. Puis, Logan s'est avancé, avec un document plié à la main, et un sourire qui semblait déjà cupide. Bonne nouvelle, a-t-il dit. Nous avons résolu le problème d'espace. Il a pressé les papiers contre la grille, pour que je puisse les lire. C'était rédigé comme un accord d'utilisation résidentielle partagée, avec des termes concernant l'accès à l'aile des invités, le surplus de la famille pour les vacances, les droits d'organisation d'événements, et les protections d'occupation à long terme. En bas, figurait une version de ma signature, suffisamment proche de l'original pour faire mal. Mon estomac s'est noué, non pas parce que je croyais que cela tiendrait devant un tribunal,
mais parce que j'ai immédiatement compris quelle était leur stratégie. Entrer en premier, faire un scandale ensuite, et me forcer à m'enliser dans un lambourbier juridique, pendant qu'ils transformaient ma maison en décor, pour n'importe quel désastre que Logan essayait actuellement de vendre en ligne. J'ai levé les yeux vers lui. C'est un faux. Ma mère a tamponné le coin d'un œil sec, et s'est légèrement tournée vers le serrurier, s'assurant qu'il pouvait voir ce profil qui lui avait valu la sympathie des femmes de l'église, des traiteurs, et des voisins, pendant 30 ans. Elle est confuse, a-t-elle dit doucement. Elle a été soumise à tellement de stress. Nous essayons juste de l'aider. Le serrurier a bougé, mal à l'aise. Richard a pris le relais, en utilisant ce ton bas et professionnel, qui lui avait permis d'échapper à ses responsabilités toute sa vie. Nous avons un accord, et une situation familiale compliquée, a-t-il dit. Elle se laisse vite déborder. Nous essayons seulement de nous installer discrètement. Puis, Logan a fait un signe de tête en direction du digicode, et le serrurier s'est avancé avec sa perceuse. C'était aussi désinvolte, aussi arrogant que ça. Ils n'ont même pas fait semblant longtemps. Ils s'attendaient à ce que je panique, à ce que je me mette à crier, à ce que je devienne cette femme instable que ma mère avait déjà décrite. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai commencé à filmer. Le sourire de ma mère a vacillé pour la première fois. « Qu'est-ce que tu fais, Nora ?» J'ai gardé la caméra fixe sur la perceuse, sur le logo de la camionnette, sur le visage de Logan, sur Richard tenant les faux papiers comme si c'était déjà une preuve suffisante. Je construis une chronologie, ai-je dit, et je jure qu'il y a eu une brève et magnifique seconde, où tous les trois m'ont regardé, comme s'ils venaient de réaliser que je n'étais plus cette fille qui resterait là, à supplier qu'on la laisse entrer. Le shérif adjoint est arrivé, juste au moment où le serrurier plaçait la perceuse sur le boîtier de commande de la grille. J'avais appelé dès que l'outil était sorti, et, pendant une seconde pleine d'espoir, j'ai pensé que la loi saurait peut-être encore faire la différence entre une famille et une invasion. Mais l'espoir a toujours été l'erreur la plus coûteuse que je commette avec ces gens. L'adjoint Mason Cole était jeune, froid, et déjà irrité, avant même de sortir de sa voiture de patrouille. Il a regardé tour à tour ma personne, les SUV, puis le document falsifié dans la main de Richard, et je pouvais le voir décider, presque en temps réel, combien d'efforts il voulait consacrer à ce qu'il supposait être une dispute de famille riche. Ma mère a agi la première, bien sûr. Elle s'est approchée de lui, avec la quantité parfaite de tremblement dans la voix. « Officier, Dieu merci, a-t-elle dit. Notre fille s'est enfermée, et elle ne va pas bien. Nous essayons de la joindre depuis des semaines. » Richard a remis les papiers avec une expression lasse, censée insinuer qu'il avait tout fait dans les règles, et que c'était moi qui avais provoqué cette scène désagréable. Logan se tenait en arrière-plan, avec les bacs, et levait les yeux au ciel, comme si je compliquais la vie de tout le monde, une fois de plus. Je suis resté exactement là où j'étais, et j'ai continué à enregistrer avec mon téléphone, le long de mon corps. J'ai dit mon nom clairement. J'ai dit que j'étais la résidente légale. J'ai dit qu'il n'avait pas la permission d'entrer. J'ai dit que la signature sur cet accord était falsifiée. L'adjoint a jeté un coup d'œil au papier, un coup d'œil vers moi, puis a fait l'erreur que trop de gens avaient faite avant lui. Il a écouté le menteur le plus calme. Ma mère a baissé la voix, et a prononcé des mots dont j'avais entendu des variantes toute ma vie. Elle devient comme ça quand elle se sent rejetée. Elle pense que tout est une attaque. Rejetée, comme si la négligence était une émotion que j'avais inventée, au lieu d'un schéma qu'elle avait construit. L'adjoint s'est frotté la mâchoire, et m'a lancé le genre de regard qui tombe toujours sur les femmes qui sont dérangeantes mais éloquentes. Madame, s'il y a des documents, et un litige sur leur validité, cela relève peut-être du droit civil. Civil, comme si un faux accord, une perceuse, et une occupation planifiée, n'étaient qu'un malentendu habillé de beaux manteaux d'hiver. Richard a immédiatement vu la brèche. Nous n'essayons pas de la déloger, a-t-il dit. Nous essayons de soutenir un usage familial de la propriété. Logan a besoin d'un espace temporaire, pour une entreprise de création de contenu de vacances qu'il lance. Et Nora avait accepté, avant de recommencer à s'éloigner. C'était la première fois que le véritable motif se rendait pleinement visible. Une entreprise de création de contenu de vacances. Bien sûr, cela expliquait les présentoirs, les bacs, et les boîtiers d'éclairage, toujours à l'arrière du SUV. Logan n'était pas venu pour vivre tranquillement dans un sous-sol.
Il était venu pour transformer ma maison en une toile de fond qu'il pourrait monétiser, pendant que ma mère jouerait la gracieuse hôtesse, et que mon père appellerait cela « aider ». J'ai demandé directement à Logan, en continuant de filmer, « Essaies-tu d'organiser des événements depuis chez moi ?» Il a eu un sourire en coin. « Ce n'est pas ta maison comme ça, Nora. » Cette phrase est restée gravée en moi. Pas ta maison comme ça. Parce que, sous chaque mensonge que ma famille a jamais raconté, il y avait toujours la même croyance. Rien de ce qui m'appartenait ne comptait vraiment comme mien, s'ils décidaient qu'ils en avaient envie. L'adjoint a dit à tout le monde de garder son calme, et s'est abstenu de les expulser. Il ne leur a pas donné une permission totale, mais il a fait quelque chose de presque pire. Il a créé de l'ambiguïté. Le genre d'ambiguïté dont se nourrissent les gens égoïstes. Au moment où il est retourné vers sa voiture de patrouille, Logan a commencé à décharger plus d'équipement sur le bas-côté de la route. Renifle, il était déjà en train de passer un appel, donnant mon adresse à quelqu'un, et prononçant les mots « transfert de service » et « usage commercial saisonnier ». C'est à ce moment-là que j'ai appelé Elena Vargas. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, et je lui ai exposé les faits rapidement, faux accords d'occupation, tentative d'effraction, possible fraude au service public, propriété située dans un quartier historique protégé, et présence policière active. Elena n'a pas perdu de temps à faire semblant que c'était une situation ordinaire. Nora, a-t-elle dit, ne les laisse pas t'entraîner dans une dispute de cris. Enregistre tout. Demande à l'adjoint de vérifier le titre de propriété, et pas seulement les papiers de résidence. Et si Logan utilise la propriété pour une activité commerciale, il est sur le point de creuser sa propre tombe. J'ai regardé ma famille, les bacs, la fausse inquiétude, la performance théâtrale. Reniflé, pour la première fois de la journée, j'ai ressenti quelque chose de plus solide que la colère. J'ai ressenti de la structure. Ils s'étaient présentés en croyant que j'étais seul. Ce qu'ils avaient réellement fait, c'était d'entrer dans un système de preuves, de zonage, et de droit de propriété, qu'aucun d'entre eux ne comprenait. Ma mère a vu mon expression changer, et a froncé les sourcils. Je pense que c'est le moment où elle a réalisé que son arme habituelle, mon silence, ne fonctionnait plus. Elena n'est pas venue en personne cet après-midi-là. Mais elle a fait quelque chose de mieux. Elle a appelé l'adjoint directement, puis elle a envoyé par email des documents de propriété certifiés à son département, pendant que je restais là, dans le froid, à regarder ma famille jouer l'innocence, à côté de la camionnette d'un serrurier. 10 minutes plus tard, l'ambiance a changé. Elle n'a pas changé d'un seul coup, et c'était ça la partie la plus satisfaisante. Elle a changé lentement, comme de la glace qui craque sous un poids trop lourd. L'adjoint est revenu vers la grille, avec une nouvelle raideur dans sa posture, et a demandé à Richard de lui remettre l'accord à nouveau. Puis, il a posé une question pour laquelle mon père ne s'était clairement pas préparé. Si votre fille a signé ceci en tant que propriétaire, pourquoi le titre est-il détenu par la fiducie résidentielle du patrimoine de Blackthorn? Richard a cligné des yeux. Logan a cessé de bouger. Ma mère a même perdu son expression pendant une seconde, avant de la reprendre. L'adjoint a continué, parlant maintenant avec cette patience forcée, que les gens utilisent lorsqu'ils réalisent que quelqu'un a essayé de les entraîner dans un mensonge. Madame Ellison est la résidente bénéficiaire, et l'occupante de la fiducie. Elle n'est pas titulaire en son nom propre, comme le prétend ce document. Cela signifie que votre accord a un sérieux problème de validité, avant même que nous n'en venions à la prétendue signature. Elena nous a ensuite rejoints par haut-parleur, et l'écouter les démanteler était presque un luxe. Elle a expliqué que personne n'avait l'autorité de créer des droits d'occupation privés à l'encontre de la fiducie, de la manière dont ce document essayait de le faire. Elle a expliqué que toute utilisation commerciale planifiée dans un quartier historique, sans approbation, déclencherait des infractions. Elle a expliqué que si Logan avait déjà activé des services publics, ou des services commerciaux saisonniers, en utilisant mes informations personnelles, l'affaire allait bien au-delà d'un malentendu de vacances. Ma mère a essayé d'interrompre, en disant quelque chose à propos de la générosité familiale et de l'inquiétude, mais Elena l'a coupé net. L'inquiétude n'arrive pas avec une perceuse, a-t-elle dit. Pendant un moment, personne n'a parlé. L'adjoint leur a finalement dit de quitter les lieux, et d'arrêter de décharger leurs affaires. Logan a protesté en premier. Naturellement, il a dit que c'était du harcèlement, que je lui avais promis de l'espace, que je sabotais son lancement. Mon père a essayé la vieille routine de l'homme respectable, une dernière fois.
Sûrement, cela peut être résolu en privé, a-t-il dit, mais il ne restait plus rien de privé. Mon téléphone avait tout enregistré. L'adjoint avait toutes les informations. Elena avait tout le dossier. Ma mère s'est avancée, et a sifflé mon nom, d'une voix trop basse pour l'adjoint, mais pas trop basse pour moi. Tu nous humilies. Ce mot m'a presque fait rire. Comme si l'humiliation venait tout juste d'arriver dans notre famille, et ne s'était pas assise à côté de moi, à chaque dîner de Noël, depuis mon enfance. Ils ont finalement commencé à remballer, mais pas comme des gens qui acceptaient la défaite. Ils bougeaient comme des gens qui emmagasinaient de la rage, pour plus tard. Logan a repoussé violemment des bacs dans le SUV, assez fort pour en fissurer un. Richard a plié les faux papiers d'une main tremblante, et a continué à me jeter des coups d'œil, comme s'il essayait de mémoriser cette version de moi, devenue dangereuse. Ma mère ne m'a rien dit d'autre devant l'adjoint, c'est ainsi que j'ai su qu'elle préparait déjà la prochaine version de l'histoire. Ils sont partis avant le coucher du soleil. Je les ai regardés jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent à travers les arbres. Puis, j'ai verrouillé la grille, et je suis retourné vers la maison, avec ce genre d'épuisement qui semble chimique. Je pensais avoir gagné le premier round proprement. J'avais tort. À l'intérieur, j'ai vérifié le flux de la caméra frontale, et je n'ai trouvé que de la friture. Puis, le flux de l'entrée latérale s'est coupé à son tour. Logan avait fait quelque chose en partant, probablement au niveau de la jonction des câbles, près de la colonne en pierre bordant l'allée. Il n'avait pas coupé le courant. Il avait fait quelque chose de plus intentionnel. Il avait aveuglé les deux caméras qui comptaient le plus, s'il revenait après la nuit tombée. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné, c'était la compagnie des services publics, me demandant de confirmer une demande de mise à jour de service, que je n'avais jamais faite. Logan avait déjà essayé de modifier une partie de la structure du compte, en utilisant des informations que seule la famille connaîtrait. Des fragments de numéros de sécurité sociale, d'anciennes adresses, des questions de sécurité. Ma peau est devenue glacée, d'une manière que l'air hivernal n'aurait jamais pu provoquer. Cette nuit-là, je me suis assise au bureau de la bibliothèque, à la lumière de la lampe, avec mon ordinateur portable ouvert, et j'ai constitué le dossier qui allait plus tard les ruiner. J'ai bloqué mon crédit. J'ai documenté la tentative auprès des services publics. J'ai envoyé à Elena chaque capture d'écran. J'ai déposé une plainte pour usurpation d'identité. J'ai écrit la chronologie à la main, parce que, parfois, il est plus facile de faire confiance à la colère, quand on peut la voir couchée à l'encre. Et, quelque temps après minuit, alors que le feu brûlait doucement, et que la vieille maison s'apaisait autour de moi, j'ai réalisé quelque chose de simple et de laid. Ils n'étaient pas venus parce qu'ils m'aimaient. Ils étaient venus parce que j'avais enfin construit quelque chose d'assez éloigné de leur contrôle, pour que la seule façon de vivre avec, soit de me le reprendre. Ce genre de désespoir ne s'en va pas tranquillement. Il tourne en rond, et il revient. Au matin, ma mère avait fait exactement ce que je savais qu'elle ferait. Elle a rendu l'affaire publique en premier. Un cousin, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'a envoyé une capture d'écran avant le petit déjeuner. Ma mère avait posté sur Facebook qu'elle et mon père avaient conduit jusqu'à Evergreen Hollow, pour prendre des nouvelles de leur fille isolée, pour finalement me trouver confuse, agressive, et cachée seule, dans une sombre maison historique, après des semaines de comportements inquiétants. Les commentaires étaient pleins de pitié pour elle, et de dégoût pour moi. Je prie pour votre famille. Elle a toujours semblé perturbée. Certains enfants ne comprennent pas le sens du sacrifice. J'ai lu chaque ligne, sans répondre. Ensuite, j'ai fait des captures d'écran de tout cela, et je les ai enregistrées dans un dossier nommé « Diffamation ». C'était la différence entre l'ancienne moi, et la femme assise dans le manoir de Blackthorn. Désormais, je ne contestais plus les mensonges sur le moment. Je les archivais. Vers 10 heures, Logan a fait une nouvelle tentative, sous un angle différent. Cette fois, ce n'était pas seulement les services publics. Il a soumis une demande de vendeur, pour un permis d'événement saisonnier, en utilisant mon adresse, et une version légèrement écorchée de mon nom, espérant probablement établir une trace écrite, pour faire croire que les opérations avaient déjà commencé. C'est à ce moment-là que toute la forme de leur plan s'est enfin mise en place, dans mon esprit. Logan se noyait financièrement, et avait rapidement besoin d'un lieu de vacances prestigieux. Ma mère voulait l'image sociale d'un Noël en famille soigneusement organisé, avec elle comme visage de la chaleur et de la tradition.
Mon père voulait que le tout soit présenté comme un arrangement familial coopératif, pour que personne ne se demande d'où venait l'argent, ni pourquoi la maison était utilisée. Ils n'essayaient pas de trouver un abri. Ils essayaient de s'approprier l'espace narratif, et la légitimité, en un seul mouvement. Elena a appelé juste avant midi, et a confirmé ce que j'avais déjà deviné. S'il revenait, et tentait à nouveau de forcer l'entrée, en particulier avec du matériel commercial ou de faux documents d'autorité, nous pourrions consolider le tout, en un dossier pénal et civil beaucoup plus solide. June Mercé, du journal local, a également répondu à mon email. Elle n'était pas théâtrale, juste prudente. Elle a dit que les captures d'écran, le faux accord, la tentative auprès des services publics, et les problèmes de préservation historique, faisaient de cette affaire bien plus que de simples ragots de famille, si je pouvais prouver l'intention, et la répétition des actes. Je lui ai dit que je pensais en être capable. Ensuite, j'ai pris la décision qui a changé la fin de l'histoire. J'ai arrêté de penser comme une fille essayant de défendre sa paix, et j'ai commencé à penser comme une enquêtrice posant ses conditions. Par l'intermédiaire de Harold Whitmore, de la Société locale du patrimoine, j'ai organisé une petite journée portes ouvertes, la veille de Noël, dans le cadre des directives d'accueil résidentiel du patrimoine autorisées par la fiducie. Ces directives étaient suffisamment ennuyeuses sur le papier pour sembler inoffensives, et suffisamment puissantes en pratique, pour placer des témoins respectés à l'intérieur de la maison. Pas de musique annoncée en ligne, pas de diffusion publique, juste une poignée d'habitants invités, une journaliste, mon avocate en attente, et un serrurier à la retraite nommé Caleb Dunn, qui s'y connaissait assez en matière d'effraction. Pour dire exactement quel type d'accès forcé quelqu'un avait tenté. Le but n'était pas de faire la fête. Le but était d'avoir des témoins, dotés d'une crédibilité que ma famille ne pourrait pas contredire. En fin d'après-midi, la veille de Noël, la maison avait l'air sombre depuis la route, et c'était voulu. Les rideaux étaient tirés, les lumières extérieures éteintes. Aucun signe de vie, à l'exception de ce que l'on ne pouvait remarquer, que si l'on observait déjà de trop près. À l'intérieur, c'était différent. Les lampes brillaient doucement dans la bibliothèque et la salle à manger. Harold et 2 membres du conseil de préservation étaient assis, avec du vin chaud, discutant de la restauration du plâtre d'une voix si calme, que cela semblait surréaliste. June s'était installée tranquillement près du hall d'entrée, où elle pouvait tout voir et tout entendre, sans devenir le centre de l'attention. Caleb se tenait près de la fenêtre du couloir arrière, avec la posture d'un homme déjà en colère, contre le fou qui pensait que les vieilles maisons étaient faciles à pénétrer. L'officier Reed Porter, travaillant dans le cadre d'un service de sécurité privé, organisé grâce au réseau d'Elena, et soutenu par la vigilance des forces de l'ordre local, attendait plus loin dans la maison, avec un autre adjoint. Suffisamment proche pour intervenir au moment où l'entrée deviendrait illégale, sans contestation possible. Je me tenais dans le vestibule, vêtu d'une robe noire que j'avais choisie pour une seule raison. Je voulais avoir l'air de quelqu'un qui était à sa place, dans sa propre maison. Quand 19 heures sont arrivées puis passées, je me suis presque demandé s'ils avaient finalement trouvé la prudence. Puis, à 19h14, le capteur de l'allée extérieure a fait sonner mon téléphone. Phares éteints, mouvement lent, un camion de location derrière le 2e SUV. Plus aucune subtilité, il ne faisait même plus semblant. Ma mère m'avait oublié à chaque Noël, jusqu'à ce que j'achète un manoir. Maintenant, elle était de retour la veille de Noël, avec un moyen de transport, des outils, et assez de culot pour croire que la maison sombre devant elle était vide. Elle était sur le point d'apprendre la différence entre une maison vide et une maison qui attend. Depuis la fenêtre avant, je les ai regardés s'engager dans l'allée sans phare, ce qui m'a tout dit sur à quel point ils savaient qu'ils n'étaient pas innocents. Logan a bondi en premier cette fois, avec un pied de biche dans une main, et l'énergie sauvage, d'un animal traqué, de quelqu'un qui avait épuisé ses mensonges les plus doux. Richard est venu derrière lui, portant un dossier assez épais pour constituer une nouvelle performance. Ma mère est sortie la dernière, dans un manteau sombre, les cheveux coiffés et le maquillage parfait, parce que même maintenant, même au bord du crime, elle voulait avoir l'air bien dans le commettant. Il y avait aussi un 2e serrurier, plus jeune que le premier, et nerveux, exactement de la façon dont les personnes coupables le sont toujours, lorsqu'elles réalisent trop tard, que l'urgence familiale de quelqu'un d'autre pourrait en fait être un délit majeur. Personne dans la maison ne s'est dirigé vers la porte. C'était ça, la beauté de la chose. Nous les avons laissés prouver leur intention, sans interruption. À travers le vieux bois et la pierre, nous avons tout entendu. Logan disant,
casser juste la vitre latérale si la serrure résiste. Richard disant aux serruriers qu'ils avaient une procuration, et le droit d'intervenir. Ma mère élevant la voix, juste assez pour avoir l'air d'avoir le cœur brisé, si quelqu'un l'entendait par hasard. Nora, ma chérie, ouvre la porte. Nous sommes ici parce que nous t'aimons. Il n'y avait aucun amour dans le pied de biche qui a frappé ma serrure d'entrée, quelques secondes plus tard. Le premier coup a résonné dans le vestibule, avec une telle netteté, que même les membres du conseil de préservation, dans la salle à manger, se sont figés. Le deuxième coup a suffisamment brisé le cadre, pour que l'air froid s'engouffre dans la maison. Ensuite, le jeune serrurier a percé, pendant que Logan faisait levier, et que Richard aboyait des instructions. Et finalement, la vieille porte a cédé, avec un craquement violent, qui ressemblait moins à du bois qui se brise, qu'à l'histoire elle-même perdant patience. Logan a trébuché à l'intérieur en premier, respirant fort, le pied de biche toujours dans son poing. Et, pendant une seconde entière, il a affiché le triomphe sur son visage. Puis, les lumières se sont allumées. Pas toutes les lampes de la maison. Juste assez. Assez pour les surprendre dans le vestibule, avec une serrure ruinée, un cadre brisé, et des outils en main. Assez pour qu'ils me voient, debout au pied de l'escalier. Assez pour qu'ils remarquent June Mercé, levant son téléphone pour filmer. Assez pour qu'ils remarquent Harold Whitmore, et les membres du conseil de préservation, les dévisageant depuis l'entrée de la salle à manger, comme s'ils venaient de voir quelqu'un défoncer l'autel d'une église à coups de pied. Assez pour qu'ils remarquent Caleb Dunn s'avancer, et dire avec un dégoût total, c'est une effraction. Assez pour qu'ils remarquent l'officier Reed Porter, émergeant du couloir, avec l'adjoint Mason juste derrière lui. Les faisceaux des lampes torchées ont frappé leur visage, fort et vite. Les mains où je peux les voir, tout de suite. Logan s'est figé le premier. Pas mon père. Il a tenté une dernière pirouette, agitant le dossier, et parlant trop vite. Nous avons l'autorité. Elle est instable. Elle s'isole. Nous sommes la famille. L'officier Porter ne lui a même pas jeté un regard. La famille n'a pas le droit de forcer une résidence protégée avec des outils de cambriolage, a-t-il dit. Logan a baissé le pied de biche lentement, comme s'il s'était soudainement souvenu que le métal avait un poids. Ma mère m'a dévisagé avec un niveau de haine si pur, que cela en paraissait presque net. Tu nous as tendu un piège, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit. Je vous ai documenté. Elena est alors intervenue, aussi calme que l'hiver, et a pris le dossier des mains de Richard. Fausse autorité d'urgence. Invalide de prime abord, a-t-elle dit après un rapide coup d'œil. Mauvaise norme d'exécution, mauvaise structure de témoins, mauvaise relation de propriété. Vous avez vraiment tous commis un crime, avec des papiers que vous avez téléchargés sur Internet. June a presque souri à cela, mais n'a pas arrêté de filmer. Ma mère a essayé un angle différent. Elle a commencé à pleurer, bruyamment et magnifiquement, de la même façon qu'elle l'avait toujours fait, quand elle avait besoin que des étrangers voient de la douleur, au lieu d'une stratégie. Mais cette fois, le public avait le contexte. June avait la publication Facebook. Elena avait le faux accord. J'avais la trace de la fraude au service public. Caleb connaissait la chronologie antérieure des manipulations. Harold avait déjà vu les bacs commerciaux lors de la première visite, et savait exactement quel type de violation du patrimoine Logan avait eu l'intention de commettre. Mon père a cherché à reprendre le contrôle, et a échoué, une fois de plus. Cela va trop loin, a-t-il dit. Nora, dis-leur que nous sommes seulement venus pour parler. Je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai pensé à chaque table de Noël, où je m'étais sentie plus petite que l'espace vide à côté de moi. Puis, j'ai dit la chose la plus vraie que je connaissais. Les gens qui viennent pour parler n'apportent pas de pied de biche. L'officier Porter s'est d'abord dirigé vers Logan, qui a paniqué, exactement au moment où cela comptait le plus. Il s'est tourné, comme pour s'enfuir vers la porte ouverte, et l'adjoint l'a attrapé avant qu'il n'ait pu faire 2 pas. Le pied de biche a frappé le sol en marbre, avec un son si définitif, que ma mère en a eu le souffle coupé. Les menottes se sont refermées avec un clic autour des poignets de Logan. Mon père a protesté, puis a protesté plus fort, quand l'officier Porter lui a dit de se retourner à son tour. Complot, violation de domicile, effraction, falsification de documents, tentative d'occupation frauduleuse, a-t-il énuméré, de cette voix monocorde des forces de l'ordre,
qui dépouille une personne de toutes les histoires qu'elle raconte sur elle-même. Richard a semblé stupéfait, comme si les conséquences étaient quelque chose qui n'arrivait toujours qu'aux autres hommes. Ma mère est restée seule au centre du vestibule ruiné, pas encore menottée, fixant la porte cassée, les témoins, et moi. Elle a tenté un dernier assaut cruel, parce que la cruauté était la seule langue qu'elle avait jamais vraiment maîtrisée. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu me rembourses. J'ai fait un pas de plus. La maison était chaleureuse derrière moi. La neige soufflait autour des bords de la porte cassée. Et, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas entendu ces mots comme une vérité, un devoir, ou une culpabilité. Je les ai entendus comme la preuve d'une personne, qui ne pouvait se souvenir de mon existence, que lorsqu'elle voulait avoir accès à quelque chose que je possédais. Tout ce que tu as jamais fait pour moi était accompagné d'un reçu, ai-je dit. L'amour ne s'introduit pas par effraction. L'amour ne falsifie pas les signatures. L'amour n'attend pas Noël, pour voir si une maison peut être transformée en profit. Puis, l'officier porteur lui a dit de se retourner, et elle l'a fait. Lentement, avec incrédulité, comme si l'univers avait d'une manière ou d'une autre manqué de reconnaître qui elle pensait être. Quand les menottes se sont refermées sur ses poignets, le son a été plus faible que ce à quoi je m'attendais. Ni dramatique, ni cinématographique, juste précis. C'est ce qui le rendait satisfaisant. Non pas la vengeance comme chaos, mais la vengeance comme justesse. Un par un, ils ont été escortés, passant devant les colonnes en pierre, passant le seuil brisé qu'ils avaient créé, passant devant les témoins qu'ils n'avaient pas pu charmer, et se dirigeant vers les voitures de patrouille qui attendaient au bout de l'allée. Logan a pleuré le premier. Ma mère n'arrêtait pas de demander une conversation privée. Mon père n'a presque rien dit, une fois qu'il a réalisé que plus personne ne se souciait de savoir à quel point il avait l'air raisonnable. June est resté assez longtemps pour confirmer les chronologies et les déclarations. Et, au matin, l'histoire locale ne parlait plus d'une famille inquiète, et d'une fille perturbée. Elle parlait d'une tentative de prise de contrôle, en pleine période de fête, d'une maison protégée, de papiers familiaux falsifiés, et d'un récit public mis en scène, qui s'était effondré sous le poids des preuves. Les partenariats commerciaux en attente de Logan ont disparu en l'espace d'une semaine. Les vendeurs se sont retirés. Les comptes en ligne, liés à sa fausse entreprise de vacances, ont été signalés et suspendus. Mon père a passé le début de la nouvelle année à payer des avocats, au lieu de contrôler des pièces remplies de gens. Et ma mère, qui avait construit une si grande part de son identité sur le fait d'être perçue comme chaleureuse, élégante, et impossible à remettre en question, a dû vivre avec une ville, qui savait désormais exactement ce que valaient ses larmes. Plus tard cette nuit-là, après que les déclarations eurent été prises, que les voitures de patrouille furent parties, et que la planche temporaire fut fixée sur la porte cassée, je suis resté seul près de l'arbre de Noël, dans le grand hall, avec un verre de vin à la main. Et la tranquillité que j'avais voulue depuis le début, me revenant enfin. La leçon qui m'est restée, ce n'est pas seulement que les limites comptent. C'est que certaines personnes appelleront votre limite de la cruauté, parce que votre obéissance leur profitait autrefois. Je pense que beaucoup d'entre nous sont élevés, en croyant que la famille signifie un accès total, le pardon, et des explications sans fin. Mais la famille, sans le respect, devient un droit acquis, et ce droit acquis montre les dents, au moment où vous construisez quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Si cette histoire signifie quelque chose, au-delà de ce qui s'est passé dans cette maison, j'espère qu'elle rappellera à quelqu'un qui m'écoute, que la paix n'est pas égoïste. Que les preuves ne sont pas froides. Et que se protéger des gens qui continuent de vous blesser, n'est pas une trahison de l'amour. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire, pour votre vie et pour votre avenir, c'est de vous choisir vous-même, avant que les dégâts ne deviennent une tradition. Et pour la première fois de toute ma vie, Noël n'a pas ressemblé à la saison où l'on m'oublie.